Bonsoir. Bonsoir, bienvenue pour cette deuxième soirée consacrée à Bernanos, après donc la première que nous avions présentée la semaine dernière avec Mouchette et Sous le soleil de Satan, plus le spectacle à la Cave Poésie, et donc deuxième soirée, et une soirée avec une conférence de François Angelier, que je remercie d'abord d'avoir pris le temps de venir jusqu'à nous et de nous préparer quelque chose sur un sujet qui n'a pas été abordé, puisque ce n'est pas tant Bernanos au cinéma que Bernanos et le cinéma dont il s'agira. Voilà, François Angelier, qui est, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le grand Manitou de Mauvais Genre, émission quand même de référence, qu'il faut absolument écouter, mais j'imagine que vous êtes déjà tous abonnés, et donc je vais laisser tout de suite la parole à François, puisqu'on a, on va dire, 40-45 minutes, voilà, 40-45 et se garder 5 minutes pour poser, pour que vous puissiez poser des questions. François, encore merci, et c'est à vous. Non. Bien, merci infiniment à la Cinémathèque de Toulouse de me faire l'honneur de m'inviter pour parler en plus de Bernanos, sujet qui m'est très cher puisque je travaille en ce moment un livre sur Georges Bernanos. Alors, quand on m'a fait cette proposition, en partenariat avec France Culture d'ailleurs, de venir vous rencontrer pour parler de Bernanos, et à propos du cinéma, il y avait d'abord un choix premier, évident, un peu facile, qui aurait été de dire Bernanos et le cinéma, c'est-à-dire la manière dont il a été reçu, adapté, évidemment, avec les deux cinéastes emblématiques qui ont adapté son œuvre. Il n'y en a pas tant que ça, d'ailleurs, c'est-à-dire Robert Bresson, bien évidemment, avec Journal d'un curé de campagne et Mouchette, Maurice Pialat avec Sous le soleil de Satan, et puis on peut citer aussi le film qu'on va voir ce soir, Le dialogue des Carmélites de Bruckberger et Agostini, et puis un téléfilm de Pierre Cardinal. C'est pas énorme. C'est pas quelque chose de considérable pour un romancier de cette trempe et de cette importance au XXe siècle. Mais je me voyais pas remouliner le discours sur Bresson, le style bressonien, Bresson et Bernanos. Je vais en parler un peu tout à l'heure, mais ça ne me tentait pas. Par contre, ce qui me tentait, c'était non pas Bernanos à l'écran, mais Bernanos et l'écran. C'est-à-dire Bernanos, non pas cinéphile, mais les rapports qu'il a pu avoir avec le cinéma en tant que spectateur, en tant que penseur du XXe siècle. Alors, une pensée évidemment qui n'est pas scientifique, mais enfin en tant que romancier réfléchissant sur son siècle, quelle place a eu le cinéma à la fois dans son œuvre de romancier? Est-ce qu'on peut détecter par-ci, par-là une importance de l'esthétique cinématographique qui se retrouverait dans ses œuvres? Ça, c'est un premier point. Quelles seraient les influences, les citations? Et puis, effectivement, dans toutes les 6 ou 7 000 pages qu'il nous a laissées, essayer de trouver des allusions au cinéma de son époque. Et j'ai trouvé assez souvent, de manière récurrente, des allusions critiques, extrêmement critique à Hollywood, puisque Bernanos a été un critique acharné du cinéma hollywoodien pour des raisons que je vais vous exposer. Donc voilà, c'est plutôt Bernanos et le cinéma dont je vais vous parler ce soir. Alors très rapidement, on va cadrer le personnage. Bon, je pense que ça a déjà été fait, mais je le refais par principe. Donc 1888, il meurt à 60 ans, avec une vie marquée par des déplacements incessants. C'est quelqu'un qui ne supportait pas le sentiment de l'installation. Donc il fallait tout le temps qu'il bouge, une bougeotte, on va dire une nécessité du mouvement, de l'errance, de la remise en cause, de la remise en jeu de sa vie et de sa famille, puisqu'il était marié à la même femme toute sa vie et 6 enfants. Donc il s'est promené le Pyrénées, dans le nord français, à Majorque, au moment de la guerre d'Espagne, et puis après au Brésil, retour en France. Jamais la ville, jamais la grande ville, surtout pas Paris, qu'il détestait. Donc un rapport au cinéma un peu conditionné par ses implantations multiples, parce que là où il était, il n'y avait pas forcément de cinéma.
Donc déjà, c'est quelque chose dont il faut tenir compte. Son engagement, qui est d'abord et avant tout un engagement spirituel et politique, hein, de monarchiste catholique, jamais démenti, avec un sens premier et essentiel pour lui de la sainteté et de l'honneur, ce qui l'amènera à condamner quasi immédiatement la croisade franquiste, le régime de Pétain, à se rallier à De Gaulle. Donc personnage paradoxal, scandaleux pour certains, fascinant pour d'autres, et d'une originalité absolue. Et puis, bien évidemment, son œuvre que l'on peut séparer en deux aspects. Celui qu'on connaît le mieux, l'aspect romanesque, avec tous les romans qu'il a écrits entre Sous le soleil de Satan, 1926, et Monsieur Wynne, 1946, et puis tous les essais. Une part, à mon avis, encore sous-estimée, puisqu'il y a véritablement une richesse extraordinaire dans les essais de Bernanos, depuis La Grande Peur des Bien-Pensants, qui est une apologie de Drummond, jusqu'à La France contre les robots, ou par-delà, je dirais, les combats politiques qui ont été les siens, c'est-à-dire ceux d'abord d'un maurassien, puis d'un monarchiste hors parti. Les combats politiques qui ont été les siens, il mène une critique extrêmement approfondie, minutieuse et totalement visionnaire, bien que le mot le gênait beaucoup, il ne voulait pas entendre parler de prophétie, de la société contemporaine et surtout du futur de la société technocratique, machinique, et ce qu'il appelait lui-même, je le cite, métatechnique. Donc le cinéma, là-dedans, où est-il ? C'est assez difficile à définir. On peut dire déjà qu'il y est très tôt, puisque son ami Robert Valéry Rado, qu'il rencontre en 1919, jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, il faut dire que la Première Guerre mondiale a eu dans la vie de Bernanos une importance absolument décisive. Il y a véritablement deux hommes, celui d'avant et celui d'après la Première Guerre mondiale. Et il l'a fait en plus de 14 à 19, donc il a véritablement été présent pendant tout le temps. Il n'a pas fait une guerre comme Ernst Jünger ou Genevois, une guerre plutôt à l'arrière de l'avant, mais il a été présent dans les tranchées, il a été cité à l'ordre du régiment, donc il a quand même été largement impliqué dans le quotidien de la Première Guerre mondiale. Donc Robert Valéry Rado, il le rencontre en 1919. C'est un homme qui est déjà un poète, un écrivain, et qui devient instantanément l'ami de Bernanos. Et donc, après la guerre, dans les années 40, il est amené à témoigner sur Bernanos. Et il a cette phrase qui est très précieuse dans ce témoignage d'amitié. Il dit « Il goûtait beaucoup les romans policiers, surtout ceux de Simenon. Il y voyait des paraboles de notre vie spirituelle. » Bon, ça, c'est intéressant de montrer quand même qu'il y avait c'était un lecteur de Simenon. D'ailleurs, Jean-Loup Bernanos a proposé à Simenon de préfacer son père, ce qu'il a refusé. Mais bon, c'était quand même quelque chose d'important. Donc, les signes d'un autre univers. Et alors, cette phrase, « C'est aussi ce qui le portait à fréquenter beaucoup les cinémas. Le film était pour lui la chambre noire du rêve. Son art doit beaucoup à la technique du cinéma qu'il suivait de très près. » Alors cette phrase de Robert Valéry Rado sur Bernanos, elle est quand même extrêmement précieuse, même si elle date d'avant-guerre. Elle concerne surtout, j'imagine, la période 1919-1935. C'est toute cette période où ils étaient extrêmement proches. Après, Bernanos quitte l'Europe, va aux Baléares et au Brésil, donc les hommes ne se verront plus. Donc je pense que c'est vraiment à cette période. Et là, les mots sont tous à peser. Le film était pour lui la chambre noire du rêve. C'est-à-dire que la technique romanesque de Bernanos, qui n'était pas une technique, je dirais, d'élaboration rationnelle et méthodique du roman, mais plutôt quelque chose qui confinait à la transe hallucinatoire. C'est quelqu'un qui écrivait dans les cafés, sur des petits cahiers d'écoliers, avec sur une page, corrigé sur l'autre page, au milieu du brouhaha, mais seul à l'intérieur de ce brouhaha. Il n'écrivait, il le dit à sa sœur, que dans une sorte de vision intérieure, transe hallucinatoire, une espèce de, comme ça, d'instantané. Et c'est très important de voir que le cinéma ne démentait pas cette vision, mais au contraire, il travaillait. C'est-à-dire que la fameuse chambre noire du rêve, la vision cinématographique devait un peu recouper la vision romanesque. Je veux dire par là que les moments où Bernanos écrivait ses romans devaient être de l'ordre du visionnage intérieur.
C'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de lui de griffonner, de photographier, de rassembler des documents, de constituer un dossier documentaire un peu à la manière des naturalistes et autres, pour aboutir ensuite à une création romanesque, mais au contraire de descendre en lui-même, une espèce de spéléologie comme ça intérieure, et d'attendre que quelque chose se passe, c'est-à-dire de rentrer dans sa chambre noire et à l'intérieur de cette obscurité, d'attendre que des personnages se détachent de l'ombre, se détachent de la nuit, lui fassent signe, commencent à exister, commencent à être d'abord de simples embryons, puis après deviennent des créatures, et là amorce un destin. Et Bernanos, un peu à la manière de Simenon d'ailleurs, se met à les poursuivre, à les traquer. Et ça c'est extrêmement important, cette chambre noire du rêve, qui n'est pas une pure délectation cinématographique, comme le dit Valéry Radeau, mais il parle également de la technique du cinéma qu'il suivait de très près. C'est-à-dire que pour lui, le cinéma n'était pas une pure délectation, c'était véritablement une manière de penser la vision, ombre et lumière, de penser le récit, le découpage, le montage. Donc il a un rapport au cinéma qui est un rapport à la fois poétique et un rapport technique. C'est-à-dire dans les deux cas, on a affaire à une sorte de narration. Et comment élaborer une narration? Et je crois que je pense que c'est une notion extrêmement importante. Quelques années plus tard, 1933, autre lettre toujours à Robert Valéry Radeau, alors que Bernanos est à Aix. Visiblement, en 1933, c'est déjà un personnage célèbre dans toute l'Europe. C'est l'auteur de Sous soleil de Satan, il a publié plusieurs romans, c'est un personnage connu, notoire. Il a eu des prix littéraires, donc c'est un romancier connu. Et visiblement, l'idée d'un travail avec le cinéma, d'une collaboration cinématographique apparaît. Je cite Bernanos à Valéry Radeau, « Vos projets cinéma me passionnent, lesquels on ne sait pas. Ce que je vous présente ce soir, c'est vraiment du grappillage. Je suis allé chercher aux quatre coins de ces textes des éléments. Il n'y a pas de pensée structurée de Bernanos sur le cinéma. Vos projets cinéma me passionnent. Je voudrais parler 1 heure avec un spécialiste. Il me semble que je résoudrai très vite certaines difficultés techniques dont je me fais des montagnes, car je ne puis penser à rien de notre métier sans le réaliser par la pensée. Là, je me trouve en face d'un instrument où je crains de faire des couacs. » Alors ça c'est intéressant aussi, puisque visiblement, il y aurait peut-être eu l'idée d'un scénario. Est-ce qu'il s'agissait d'adapter dès les années 30 les œuvres de Bernanos au cinéma? On ne sait pas. Pourquoi pas? Ça n'a absolument rien d'impossible. Est-ce qu'il s'agissait d'un scénario original? On ne sait pas. Quel cinéaste aurait été pressenti? Là encore, on est dans le flou. C'est intéressant de voir qu'il y a quand même une réponse favorable de Bernanos au cinéma. Il se voyait bien dans la peau d'un scénariste, éventuellement même dans la peau d'un réalisateur, puisque son art de romancier confinant à la vision cinématographique, à la chambre noire du rêve, il y a peut-être possibilité, c'est pas encore l'époque de Malraux, mais de passer derrière la caméra. D'autant que toute cette période... Et quand même, si on compare l'univers romanesque de Bernanos, celui qui s'élabore dans les romans entre 26 et 36, et qu'on voit les films qui sortent à l'époque, il y a quand même des résonances extrêmement fortes. Je veux dire, si on prend l'année 19, c'est celle du J'accuse d'Abel Gans. L'année 20, le Dr Jekyll, le Golem de Wegener. 22, les pages arrachées au livre de Satan de Dreyer. 1922, il y a le Nosferatu, la sorcellerie à travers les âges. 1923, Mabuse. 25, Les Rapaces de Stroheim. Métropolis sort en 27. La Passion de Jeanne d'Arc en 28. Donc on est dans un univers de cinéma en noir et blanc, expressionniste, violent, visionnaire, qui recouperait, si on lit les romans de Bernanos, le sentiment que l'on a, la vision que communique Bernanos. Et son fils Jean-Loup, dans l'ouvrage qu'il lui a consacré, donne la liste des films qui étaient ses préférés. Et là, on va retrouver des films de ce type. La Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer. Bon, ça, ce qui est un peu normal, puisque le film de Dreyer et l'art de Dreyer va tout à fait dans le sens de Bernanos, que l'on convoit le travail qui est fait, enfin, cette espèce de symphonie de visage, de dolorisme exacerbé, de lyrisme extraordinaire qu'il y a dans le film de Dreyer, avec Falconetti, bien évidemment, mais avec Michel Simon et Antonin Artaud. Rappelons par ailleurs qu'Antonin Artaud
est un de ceux qui ont réagi le plus vigoureusement au roman de Bernanos. Il lui a adressé une lettre magnifique quand il a publié L'Imposture. Donc peut-être là aussi, il y a quelque chose qui se joue. Donc déjà, La Passion de Jeanne d'Arc, c'est évident. L'Ange bleu, autre film qu'aimait beaucoup Bernanos, M le maudit, Les bas-fonds, L'Opéra de Katsu, Les Trois lanciers du Bengale, Pépé le Moko, La Grande Illusion et Les Enfants du Paradis. Donc tout un cinéma en noir et blanc qui est à la fois de critique sociale, de réalisme magique, du cinéma de genre, parce que quand même on n'est pas loin du cinéma de genre, avec M. le Maudit notamment. Donc on voit bien quel est le cinéma qui intéresse Bernanos. C'est un cinéma européen, et un cinéma qui trace à peu près les mêmes lignes que lui-même tente de tracer dans ses romans, et qui développe une vision de la société qui sera la sienne, c'est-à-dire une vision impitoyable qui dénonce d'une certaine façon la médiocrité, l'opulence bourgeoise, et qui se concentre sur, là je vois Les bas-fonds par exemple, ou l'Opéra de Katsu, sur le prolétariat, le menu peuple, les oubliés, les humiliés. Là, ça va bien au-delà, je dirais, d'une fascination esthétique, puisque sa vie, on retrouvera dans sa vie ce type de choix. Quand il ira au Brésil, il ira s'installer avec les plus pauvres. Et là, déjà, dans ses goûts cinématographiques, il y a ce choix, cette volonté de communier avec la pauvreté. C'est un disciple de Léon Bloy, rappelons-le, et ça se sent. Alors, bon, là, on a quand même des pistes qui nous sont données. Sur le plan, je dirais, de l'esthétique, il y a cette idée que, je pense, Bernanos a été marqué par l'expressionnisme allemand. Et les films cités sont là. C'est-à-dire un cinéma qui privilégie d'abord des contrastes violents, c'est contraste de l'ombre opaque et de la lumière quasi aveuglante, avec notamment des personnages qui sont à la limite, je dirais, du type social balsacien, grand balsacien, Bernanos, donc du type social extrêmement creusé. C'est les personnages de l'Ange bleu, c'est les personnages, je dirais aussi, de l'Opéra de Katsu, donc des types sociaux qui sont très, très creusés, et qui sont à la limite du mystère, c'est-à-dire cette vision de la société qui est à la fois analytique et en même temps qui confine au fantastique. Et ça, quand on voit les romans de Bernanos, je pense notamment à tous les romans des années 30, que ce soit La Joie, Le Mauvais Rêve, Un Crime, et après Monsieur Wynne, on est dans un monde d'ombre et de lumière, et un monde d'ombre surtout. Et l'ombre est très importante. Je vois par exemple dans sa conférence qu'il donne après la parution en 1926 de Sous le soleil de Satan, qui s'appelle Satan et nous, il évoque la naissance de Mouchette. Donc l'héroïne de Sous le soleil de Satan, la première Mouchette, je cite, « Alors je la laissais aller, je lui sentais un cœur intrépide, alors peu à peu s'est dessiné vaguement autour d'elle, ainsi qu'une ombre portée sur le mur, l'image même de son crime, la première étape était franchie, elle était libre. » Donc cette idée de l'ombre projetée va parcourir l'œuvre de Bernanos, mais jusqu'à la fin. Je relisais dernièrement le dialogue des Carmélites. Il n'est question que d'ombre sur le mur. Un moment, Blanche de la Force rentre dans sa cellule et elle voit son nom. Enfin, il y a un phénomène comme ça de lumière et d'ombre, et elle pousse un cri de terreur en voyant une ombre projetée sur le mur. Donc ça, cet élément est tout à fait essentiel, et je pense que là, Bernanos y a trouvé, je dirais, une confirmation et une sorte d'influence dans l'expressionnisme allemand. Il y a également une autre citation. « Au seuil du vestibule obscur, sa silhouette prolongée par son ombre, parut d'abord immense, puis brusquement la porte lumineuse refermée, petite, presque chétive. » Ça, c'est la première apparition de l'abbé Donissant dans Sous le soleil de Satan. Bernanos, d'ailleurs, de manière très cinématographique, prépare l'arrivée de son héros. C'est une entrée qui est ménagée vraiment comme une entrée de cinéma. C'est-à-dire que vous avez Menou Segret et l'abbé Demange qui discutent auprès du feu, comme ça. Alors déjà, dans une pièce, petite pièce, un oratoire avec le feu qui flamboie, et brusquement,
Donissan arrive. Et alors, un effet de lumière qui fait qu'il a l'air gigantesque. Après, c'est un effet cinématographique. Il a l'air gigantesque et brusquement, il referme la porte et là, son ombre diminue. Là, on est dans une logique qui est déjà tout à fait d'éclairage cinématographique. On a également dans Monsieur Wynne, alors roman de la fin, commencé dès les années 30, mais qui ne paraîtra dans sa forme définitive du vivant de Bernanos qu'après la guerre. Cette scène aussi très étrange, Philippe va parler à Monsieur Wynne. Alors Monsieur Wynne, c'est le dernier incarnation du mal qu'avait rêvé Bernanos, qui est un professeur de langue à la retraite, qui vit hébergé par un couple d'aristocrates en pleine déchéance. Et cet homme est un homme qui est imbibé, que le mal imbibe, et d'où le mal rayonne, et qui autour de lui est une espèce de rayonnement négatif qui fait que c'est véritablement une sorte de trou noir, ce personnage. Et à un moment, le jeune héros lui parle. Frappant du poing sur la table, il s'étonne de rencontrer la planche nue. Devant lui brûle une chandelle dans un modeste bougeoir de cuivre. À quelque distance, le corps de M. Wynne, démesurément grandi, on retrouve là cette logique de, je dirais, d'ombre chinoise, de lanterne magique, de projection comme ça des personnages sur le mur, s'incline en tous sens avec une agilité surhumaine. Autant le personnage est médiocre, parce que c'est un petit bonhomme rondouillard, imaginons Michel Bouquet, si ça avait été, il aurait été un très bon Wynne au cinéma, mais là, son ombre projetée, comme si l'ombre révélait la nature du personnage, avec une agilité surhumaine. Sous ses yeux, la silhouette déformée se balance toujours avec la même furie, et pourtant la réponse lui vient de l'autre extrémité de la chambre. Il se retourne stupéfait, et à ce moment-là, Wynne lui dit « Vous venez de tenir un discours à mon ombre ». Remarque tranquillement le professeur de langue, c'est bien curieux. C'est-à-dire que le personnage se dissout au profit de son ombre projetée, comme si l'ombre était plus substantiellement plus véridique, incarnait plus substantiellement la vérité d'un individu que l'individu lui-même. Ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire que les personnages sont peut-être mieux révélés par leur ombre que par leur personnage, que par leur personnalité quotidienne. Ça, c'est extrêmement intéressant et ça témoigne d'une démarche qui serait celle d'un cinéaste. C'est-à-dire, c'est cette espèce de la projection d'une image sur le mode, je dirais, peut-être de la vision onirique qui raconte mieux un individu que sa présence avérée, comme ça. Ça, c'est extrêmement intéressant. Autre élément important, on a cité un certain nombre de films européens, films expressionnistes, films du réalisme magique français des années 30, mais il y a également un détail que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Dans une nouvelle qu'il publie dans les années 22, 4 ans avant Sous le soleil de Satan, Madame d'Argent, Bernanos va introduire un personnage, là, objectivement, historiquement cinématographique. Alors, Madame d'Argent, c'est une histoire étrange. C'est un grand écrivain, Monsieur d'Argent, qui vit dans le 7e arrondissement de Paris, qu'on imagine couvert de toutes les décorations, une gloire académique, dont la femme va mourir et il a installé son lit d'agonie dans son bureau. C'est très intéressant, ça, cette espèce de manière de rapatrier le drame dans le bureau de l'écrivain. Parce que Bernanos avait une phobie absolue du milieu littéraire, du genre de lettres, de l'homme de lettres au sens parisien du mot. Il a tout fait pour échapper au milieu littéraire et il y est arrivé. Il n'y a que ses livres qui n'y sont pas arrivés, mais lui avait une phobie absolue du milieu littéraire. Donc chaque fois qu'il met en scène un homme de lettres, c'est une catastrophe, c'est un personnage vaniteux, arrogant, une sorte d'ogre décadent. Et là, c'est le cas avec Monsieur d'Argent. Et Monsieur d'Argent est dans son bureau et regarde agoniser sa femme. Et sa femme lui révèle quelque chose, c'est que autant Monsieur d'Argent, lui, a rêvé des personnages dans ses romans, mais Madame d'Argent, qui était un personnage un peu latéral, comme ça, méprisé, eh bien, a incarné ces personnages. Quand son mari publiait un roman, elle faisait tout pour incarner dans la vie les personnages que rêvait son mari, et notamment un personnage criminel. Au point même qu'elle est allée, pour incarner ce roman, de tuer la maîtresse de son mari, ce qu'il découvre au moment de la mort de sa femme, ce qui fait qu'il tue sa femme avant qu'elle
qu'elle meurt elle-même. Enfin, il y a une scène totalement hallucinante. Et alors, il se trouve que le personnage de la maîtresse, celui donc qui est assassiné, il s'appelle Musidora. Et il y a ce personnage, donc dans Madame d'Argent, je cite, « La belle Musidora, assassinée dans son hôtel de la rue de Lille par un cambrioleur inconnu, un peu plus loin, et le collier de perles à son cou, 1 million de perles. » Alors ça, c'est quand même extrêmement intéressant, parce que Musidora, en 1922, quand paraît le texte, sa carrière est quasiment terminée. Musidora, c'est Feuillade. Feuillade, c'est juste avant la Première Guerre mondiale. Et c'est les vampires, c'est les années 1915, c'est pendant la guerre. La question, Bernanos a-t-il vu les sérioles noirs de Feuillade, de la Gaumont, au moment de la guerre? On sait qu'il n'est pas tout de suite parti sur le front, et puis après la guerre, est-ce qu'il a vu, visiblement, il a vu ces films, et ces films l'ont marqué, puisqu'il donc donne le nom de Musidora à un des personnages. Et il change un peu les choses, au sens que ce n'est pas Musidora qui assassine, c'est Musidora qui est assassinée. L'hôtel particulier de la rue de Lille, c'est tout à fait les décors de Feuillade, qui en permanence se promènent d'immeubles de rapport. Alors soit, évidemment, on est dans les égouts avec la pègre, dans des cabanes aux frontières de Paris, soit dans des hôtels particuliers ou de grands appartements truqués. On est aussi dans la logique de Fantomas. Donc là, il y a déjà l'hôtel de la rue de Lille, ça c'est vraiment un lieu à la Feuillade. Le cambrioleur inconnu, bien évidemment, c'est les 1001 formes et les 1001 visages que peut prendre la pègre parisienne dans les Feuillades. Là, la citation est transparente. Le collier de perles, alors s'il y a bien un objet emblématique de monde de Feuillade, de larcin, comme ça, que commettent la pègre, c'est le collier de perles. 1 million de perles, on a l'impression de voir le titre d'un journal d'époque avec pour 1 million de perles dérobées. Donc, visiblement, il y a un attrait de Bernanos pour l'univers de Feuillade et pour les céréales. Et je suis allé pousser un peu plus loin ma recherche. Et j'ai remarqué que Musidora, donc, qui est citée dans la nouvelle Madame d'Argent, avait tourné en 1915 dans 2 films de Feuillade, donc Les Noces d'Argent et Un collier de perles. Donc, est-ce qu'il n'y a pas là une allusion, un clin d'œil pour ceux que ceux qui ont des oreilles entendent, un clin d'œil à faire, ce qui est intéressant parce que le monde de Feuillade, c'est justement aussi un monde hallucinatoire. C'est un univers policier, il y a des policiers, des assureurs, des milliardaires, des truands, il y a tout ce qu'on veut, mais c'est vécu sous le mode de la vision, comme ça, de l'espèce d'onirisme noir, ce qui plaira tant aux surréalistes. C'est véritablement une manière de transposer dans le cauchemar, et dans le cauchemar blême, dans le cauchemar sombre, la vie sociale. Donc ça, c'est très intéressant de voir que Bernanos, c'est un peu surprenant, aurait été un petit peu aussi marqué, au point de le citer, par l'univers de Feuillade. Par ailleurs, qu'est-ce que l'on peut essayer de détecter comme... je dirais comme écho à Bernanos dans le cinéma français? Moi, je pense bien sûr à Clouzot, sauf que l'univers de Clouzot est un univers où la grâce est totalement absente. Il n'y a pas de possibilité. Mais le monde de Clouzot, celui beaucoup plus du Corbeau, bien évidemment, me semble tout à fait proche de celui de Bernanos, l'univers de Jacques Becker. Donc on est dans un monde comme ça qui est l'univers romanesque de Bernanos, qui a été, après sa mort, d'une certaine façon, génialement incarné par Bresson, aurait pu trouver d'autres pistes dans le cinéma français. Est-ce que les réalisateurs qu'il cite, je sais pas moi, les Renoir, les Carnet, les Clouzot, auraient-ils pu travailler avec Bernanos? Je n'ai pas de réponse, il n'y en aura pas, puisque la question est en l'air comme ça. Mais on peut trouver quand même, je veux dire, dans Le Corbeau, les scènes entre Freinet et Larquet, la fameuse scène du bien et du mal, de la lampe qui se balance. Le propos même du Corbeau me semble totalement celui de Bernanos. C'est un monde sans la grâce, c'est un monde sans sacrifice, sans Christ. C'est un monde où la sainteté, alors Freinet en saint, si on veut, pourquoi pas. Mais bon, voilà, ça me semble totalement probable. Il y a quand même des résonances extrêmement fortes. Donc on voit bien qu'il y avait donc chez Bernanos une technique romanesque qui retrouvait le geste des réalisateurs du muet,
On feuillade, on vient de le voir, l'expressionnisme allemand, Nosferatu. Je pense qu'il est allé voir Nosferatu. Les projections d'ombre sont totalement du Murnau. Je veux dire, c'est évident que là, il y a un croisement à faire entre les univers romanesques et cinématographiques. Donc voilà, il y a déjà cet élément de ce qu'aurait pu être, je dirais, un Bernanos au cinéma, un Bernanos avec les cinéastes européens de l'époque. Bernanos, critique de film, il y a très peu de choses. Très peu de choses. En 1931, il cite, à l'époque où il collaborait au Figaro, un film totalement oublié aujourd'hui de Georg Jacobi, qui s'appelait Kadeten, traduit en français par Jeunes gens en uniforme. Une sorte de mélodrame historique qui se passe dans un collège militaire, sur lequel il dit dans le Figaro, hier encore, au cours d'une représentation de l'extraordinaire film Kadeten, tandis que nous regardions s'épanouir sur la toile enchantée. L'expression est intéressante. Ce n'est pas l'écran démoniaque, c'est la toile enchantée. C'est quand même important de le noter, cette toile enchantée. Ça veut dire qu'il y avait, chez Bernanos, encore dans les années 30, début des années 30, un rêve sur le cinéma. Parce que ce n'est pas quelqu'un à s'exprimer avec des clichés gratuits, le monde enchanté du cinéma. Non, la toile enchantée, c'est qu'il y avait un magnétisme. Il y avait l'accès par le cinéma à un univers comme ça, une forme de merveilleux. Dans un silence plein de présages, la rude fleur de la jeunesse allemande, je ne me sentais pas si rassuré d'appartenir à un peuple si passionné pour le droit, la logique, la grammaire ou plus généralement le discours français, pas rassuré pour nos fils. Alors ça, c'est intéressant puisque ce film Kadeten, qui est donc réalisé en pleine montée du nazisme, témoigne déjà d'une sorte de mobilisation, de militarisation de la jeunesse, que Bernanos, avec ses grandes antennes, commençait à percevoir dans ce film et que, évidemment, il va très rapidement sentir plus que d'autres. Et il le voit même dans des films comme ça, qui sont des films, je dirais, c'est pas du Leni Riefenstahl, mais il avait perçu déjà dans ce cinéma des années 30 que quelque chose était à l'œuvre. De même que l'on peut, je parle là de Métropolis et de langue. Jean-Loup Bernanos cite Aime le maudit. On peut passer évidemment à Métropolis. Parce que très rapidement, vous me direz, en lien avec beaucoup de gens, à l'époque ça se faisait beaucoup, on évoquait les États-Unis sous le mode de Babylone, sous le mode de Babel, sous le mode de Métropolis, condamnation de la civilisation technocratique et machinique, condamnation de la civilisation gigantesque et colossale. Bernanos le pratique également, sur un mode qui, à mon avis, va beaucoup plus loin, puisqu'il considère qu'il y a quelque chose d'irréformable dans la société technologique et machinique, et que là, on va vers quelque chose qui est de l'ordre de la tragédie, on va vers le gouffre. Et ça, il l'a senti de manière beaucoup plus aiguë que les essayistes des années 30, et je pense que Métropolis a sa place aussi. Hélas, pas de citation de Métropolis. Donc, voilà un ensemble de configurations qui fait qu'on peut déjà voir que le regard de Bernanos, ce qu'il doit au cinéma. Par ailleurs, un autre aspect, c'est sa condamnation extrêmement ferme et précoce du cinéma hollywoodien et du cinéma américain. On voit que dans les films cités par Jean-Loup Bernanos, il n'y a que des films français, allemands, que des films ou scandinaves, mais que des films européens, puisqu'il y a un refus du monde hollywoodien par Bernanos. Et là, je cite un article paru dans le Figaro, début des années 30, dans un article qui s'appelait « La grande aventure manquée ». Il faut dire que Bernanos, à l'époque, travaillait au Figaro puisqu'il avait été entré en contact grâce à Valérie Radeau avec le milliardaire Coty, qui était un milliardaire, un homme qui avait fait fortune grâce au parfum. C'était un parfumeur génial. Il avait une fortune considérable. C'était un homme qui politiquement était à l'extrême droite et qui avait racheté le Figaro, qu'il appelait d'ailleurs, il avait supprimé le, ça s'appelait Figaro. Et il voulait faire un peu de Valérie Radeau et Bernanos, ses directeurs de rédaction, enfin rédacteurs en chef, en tout cas, disons, des pages culturelles et littéraires. Bernanos écrivait dans le Figaro au début des années 30. Et à un moment, il écrit ça. Ah, c'est très intéressant. Il est vrai que la tendresse coûte moins cher par l'époque présente. Elle est même pratiquement pour rien en un temps où les machines parlantes et le cinéma
viennent en aide à l'imprimerie pour reproduire et perpétuer la moindre nuance d'une voix brisée de douleur ou n'importe quel sanglot réussi. Telle actrice d'Hollywood, avec ses larmes de vaseline, soutire chaque soir, dans l'ombre des salles fraîches, de Los Angeles à Yokohama, des millions de cœurs, rouges, jaunes ou noirs, la pitié humaine, la vide à l'égout. Comparé à ces experts, le vrai pauvre, le vrai malade, l'authentique agonisant ne sont que de médiocres simulateurs. On voudrait que l'État les soulageât, fût-ce à nos frais, mais leur douloureuse parodie des grands rôles n'est pas belle. Et s'il est vrai que l'homme moderne, menacé d'une précoce usure, ait encore besoin de compatir, c'est-à-dire de se détendre, pourquoi ne lui fournirait-on pas à l'occasion à heure fixe ? Quand la société future réussirait ce coup magistral de soustraire à tous les regards la part de souffrance absolument irréductible, quelque Charlot génial, sous les sunlights géants, assumerait à lui seul, ainsi qu'un Christ de cauchemar, toutes les douleurs de l'espèce et l'humanité ruissellerait de larmes au pied de la croix. Alors voilà, texte de Bernanos dans le Figaro, extrêmement singulier, qu'il faudrait presque analyser mot à mot. On va essayer de situer les choses. Déjà, l'idée que le sentiment est devenu un produit. Le sentiment est un objet commercial et que par le bois de la presse, de la littérature à grand tirage et du cinéma, le cinéma, d'une certaine façon, est un produit. Le sentiment, l'affect est devenu un produit négociable que l'on consomme. C'est-à-dire que tout ce qui fait la part tragique, la part peut-être la plus belle de l'homme, est devenu un produit négociable, commercialisable, que l'on vend à tel prix, et où il y a un cours et qui s'échange. Donc ça, c'est un premier élément. Les machines parlantes et le cinéma, donc le cinéma là s'intègre n'est plus un art autonome, la chambre noire du rêve, l'occasion par la projection des ombres de jouer avec la vérité de l'homme, pas du tout. C'est un rouage important de la propagande mondiale. Ça, c'est extrêmement important. Viennent en aide à l'imprimerie pour reproduire et perpétuer la moindre nuance d'une voix brisée de douleur. C'est-à-dire que là, on est presque chez du Baudrillard. C'est-à-dire que le cinéma offre à l'homme la capacité de jouir d'un simulacre plutôt que d'endurer une véritable passion. Et ça, c'est extrêmement important, puisque Bernanos, dès le début des années 30, commence à percevoir qu'un monde se substitue à un autre. C'est-à-dire le monde de l'artefact, du simulacre, le monde menteur du produit, de la production, dépasse maintenant la vérité de l'expérience humaine. Ça, c'est extrêmement important. Et là, telle actrice d'Hollywood avec ses larmes de vaseline, c'est-à-dire que tout ce qui est de l'ordre du maquillage, du mensonge, de l'illusion, eh bien, se substitue, redisons-le, à la vérité. Il évoque même les salles fraîches, donc les salles climatisées, de Los Angeles à Yokohama, la façade pacifique, c'est-à-dire tout ce qui est Hollywood, San Francisco, Los Angeles, pas New York, et jusqu'au Japon. C'est très bizarrement, je ne vois pas très bien ce que Yokohama vient faire là-dedans, mais bon. Et il imagine les spectateurs dans ces espèces de salles climatisées, dans un confort comme ça, réglé, avec température réglable, jouissant de cette espèce de parodie de passion humaine, jouissant du mélodrame cinématographique, s'en délectant plutôt que de s'intéresser véritablement à la vérité du drame humain. Et d'une certaine façon, ces larmes de vaseline, elles vont à l'égout. C'est-à-dire que comme tous les produits, ce sont des produits interchangeables, on peut les évacuer, on peut faire autre chose. Comparé à ces experts, le vrai pauvre, alors voilà, le vrai pauvre, le vrai... Alors là, c'est Léon Bloy, c'est la femme pauvre, c'est la misère non pas simulée comme dans les films, mais véritablement incarnée, le vrai malade. Bernanos avait été marqué au moment notamment de la naissance de Mouchette, de la mise à feu d'une certaine manière de Sous le soleil de Satan par le spectacle d'une religieuse, rongée par la poliomyélite qui vivait dans une gouttière. Donc le spectacle de la souffrance l'avait totalement saisi. L'authentique agonisant,
ne sont que de médiocres simulateurs. C'est-à-dire que la vérité de la souffrance humaine est évacuée au profit de la puissance de son simulacre. Donc ça aussi, c'est extrêmement intéressant. Et on voudrait justement que la solution de la douleur, eh bien, ce soit la solution qui est apportée par le simulacre. Et ça, c'est important. Et après, à la fin, il y a cette idée de Charlot et du Christ. C'est-à-dire que l'incarnation même de la souffrance humaine, celui qui a pris sur lui toutes les souffrances possibles, le Jardin des Oliviers, la Sainte Agonie, Gethsémani, eh bien, est évacué au profit de Charlot, qui n'est plus la créature poétique critique, parce que quand même Charlot, c'était une critique de la société capitaliste. Les temps modernes, la ruée vers l'or, c'était le pauvre. Charlot, c'est l'incarnation du clochard, c'est le nécessiteux, c'est l'homme qui vit, c'est le système D, l'homme qui vit de briques et de broc. Le kid, c'est véritablement venu pour l'opinion mondiale une figure de la pauvreté. Eh bien, pour Bernanos, c'est un drame puisqu'il prend la place de la véritable pauvreté. C'est une pauvreté jouée, mimée, suggérée, maquillée, décorée. C'est une pauvreté factice. Il évoque là les Sunlight géants, et ça devient tout compte fait un Christ de cauchemar, puisque c'est un Christ parodique. Donc c'est très intéressant de voir que dès le début des années 30, il amorce sa critique du cinéma hollywoodien sous forme justement de simulacre généralisé. C'est-à-dire que la propagande mondiale, il commence à voir, à la fin d'ailleurs c'est très intéressant, puisque à la fin de La Grande Peur des Bien-Pensants, qui n'est pas qu'un livre sur Drummond et sur l'antisémitisme, l'antirépublicanisme et la condamnation du plutocratisme de la Troisième République, la conclusion de La Grande Peur des Bien-Pensants, 1932, 31, est déjà une vision de la cité future et de la termitière, de la cité gérée par les ingénieurs, les policiers, le maître de métropolis. Donc ça, et le cinéma s'intègre à tout ça. C'est extrêmement important. Et Bernanos va creuser sa réflexion. Et on va voir ce thème revenir en permanence, notamment en ce qui concerne je dirais, le cinéma historique, puisque je pense que quand il a dû voir des films, je pense à Majorque, il a dû revoir des films au Brésil, puisqu'on raconte qu'il travaillait dans les cafés, il avait élu comme café un café qui était une grande brasserie qui était près de la place de Cinélandia. Cinélandia, c'est la place de Rio où il y avait tous les cinémas. Donc là, il n'est pas impossible qu'il ait vu aussi... On sait qu'il a vu Citizen Kane quand il était à Rio. Et tout ça, pour lui, c'était véritablement un cinéma extrêmement condamnable et pervers, puisque le talent, les moyens mis par Hollywood au service du cinéma faisaient que l'illusion et la substitution du réel et de la vraie mémoire étaient encore plus redoutables. Et les films d'Hollywood, il les a donc, pendant les années des années 30 et les années 40, il les a de toute façon tout le temps condamnés. Je donne une citation. « Évidemment, ce ne sont pas les films d'Hollywood qui peuvent apprendre au public américain que le nationalisme est une plaie du monde moderne, que la nation est une caricature économique de nos anciennes patries, que le XIIIe siècle est sur le point de réaliser dans l'unité spirituelle. » Il considère que là aussi, toute la vision de l'histoire européenne médiévale, évidemment, puisque Bernanos, en tant que monarchiste, est extrêmement attaché au Moyen-Âge et à des figures comme Saint-Louis, comme Jeanne d'Arc. Et quand il voit ce qu'Hollywood fait de Jeanne d'Arc, c'est pas Dreyer, c'est autre chose. Et là, il considère que là, c'est du carton-pâte, c'est de la ferblanterie, c'est du bric-à-brac, c'est simplement une sorte de réduction du mythe d'enfance, qui pour lui est le mythe de la sainteté, à véritablement un appareillage, à une espèce de brocante mentale qui est totalement condamnable. Et je pense qu'il en va de même pour tous les films, je dirais, historiques hollywoodiens. Et le cinéma va devenir pour lui, néanmoins, ça n'est plus véritablement qu'un rouage de la propagande généralisée. C'est-à-dire que pour lui, quand il est au Brésil, qu'il réagit d'abord dans la presse brésilienne, dont il était un salarié, grâce à des protecteurs qu'il avait et grâce à l'Action catholique, dans la presse de la France libre, chaque fois qu'il évoquera le cinéma hollywoodien, ce sera
sous forme justement d'un aspect de la propagande américaine dont il sent très vite qu'elle va submerger le monde, puisqu'il est toujours un peu deux coups d'avance, Bernanos. Il a tout de suite vu, disons, dans les régimes autoritaires, la catastrophe et la dégénérescence absolue du politique, et il voit aussi dans la civilisation yankee une sorte de grande incarnation, je dirais, du péril d'après-guerre. Il est déjà après la guerre. Le Bernanos des années 40 est déjà au-delà de la guerre froide. Et il fait du cinéma, dans cette vision qui dépasse un peu toutes les pronostications, véritablement une forme de propagande et une forme d'asservissement. Donc ça, c'est extrêmement important. Et la dernière, justement, au point même, ça je voulais aussi le mentionner, qu'on se demande il vivait donc à Barbacena, il vivait dans les profondeurs du Brésil, avec ce mode de vie qu'il avait choisi, c'est-à-dire de vivre dans une ferme, d'aller travailler dans un café et de se nourrir des journaux, de la radio et des dépêches de presse. Donc il était au contact de la propagande, mais il avait cette capacité de lire de manière extrêmement, sans s'illusionner, les journaux et d'avoir contact avec les médias sans s'illusionner absolument pas. Et en étant en permanence dans une sorte de lucidité extrêmement aiguë, au point même qu'il arrivait à juger la réalité qui était celle de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit l'assassinat de l'amiral Darlan, la révocation de Laval par Pétain et le retour de Laval, que ce soit le sabordage de la France, de la flotte française à Toulon, comme une gigantesque mise en scène. Le fait qu'il n'était pas sur place, à la distance qu'il avait, faisait qu'il appréhendait tout cela. Il en est venu à l'appréhender comme une sorte de grand théâtre à machine, de grande production hollywoodienne. La Seconde Guerre mondiale, c'est certains événements qui étaient pris très au sérieux par la propagande et les médias. Lui, les décryptait d'une façon telle qu'il n'y voyait que des machinations et que des machineries. Et ça allait très très loin, puisque si vous lisez ce qu'on appelle ses écrits de combat, ceux dans le deuxième tome de la Pléiade, vous voyez qu'en permanence, Bernanos est là pour dénoncer la dimension de mise en scène que pouvait avoir la vie politique artificielle de l'Europe. Il considérait Pétain comme un vieux cabotin qui venait faire sur scène un numéro qui ne trompait que lui. À un moment, il dit « le maréchal se mouche ». Il y a un texte qui s'appelle « le maréchal se mouche ». Il dit « bah oui, le maréchal se mouche pour faire rire une salle vide ». Donc vous voyez, il y a toujours cette idée qu'on est au théâtre, on est au music-hall et que derrière, les malins, les puppet masters, c'est-à-dire Mussolini, Hitler, Ford et Roosevelt sont là pour tirer, et Staline sont là pour tirer les ficelles, et que la réalité telle qu'elle nous est livrée par les médias, eh bien, n'est en définitive qu'un gigantesque simulacre. Et lui attendait la fin de tout cela. Il est mort en 1948 et était persuadé de toute façon que la partie était perdue et que, bon, grosso modo, seul l'apocalypse, d'une certaine façon, délivrerait l'homme de ce règne de la machine et de l'illusion, ou alors véritablement une nouvelle sainteté. Et ça, il n'aura pas été présent pour l'avoir. Je citais cette espèce de vision cinématographique qu'il avait de la réalité historique, de l'actualité historique de la guerre. Et très souvent, par exemple, le renvoi de Laval, l'article s'appelle « Scénario policier ». Le sabordage de la flotte française à Toulon s'appelle « Le scénario de Toulon ». Un moment, il parle de général Giraud, parce Bernanos était gaulliste dès le départ, quasiment. Dès le départ, il est resté fidèle à la figure de Gaulle. Il était anti-girodiste, et à un moment, il y a un artiste qui s'appelle le général Giraud, scénariste américain. Donc, d'une certaine façon, le cinéma est devenu pour lui une manière de lire la réalité et d'appréhender la réalité comme une sorte de gigantesque machine à créer de l'illusion, au détriment bien évidemment de l'homme, qui n'est réduit maintenant évidemment plus qu'à une termite, un insecte, un esclave, un imbécile et un membre parmi d'autres de l'anonyme et gigantesque troupeau des créatures moutonnières. Et là, hélas, le cinéma ne dénonce pas, ou l'a dénoncé, ne le dénonce plus, ne dénonce plus cette entreprise d'asservissement, mais il collabore. Je vous remercie.
Oui, oui, si vous avez des questions sur ce... Oui, oui, je suis en train d'écrire une biographie de Bernanos. Oui, qui est un sujet alors aussi compliqué à faire, puisque ben ça, on sort du débat de ce soir, mais c'est un travail extrêmement compliqué, puisque la vie de Bernanos est à la fois totalement mobile, aventureuse, héroïque, et en même temps très casanière. Donc, il faut arriver à trouver... Enfin, ça, c'est un autre débat, ça. Est-ce que... Oui. Je ne vais pas prendre un micro, s'il vous plaît, parce que sinon on n'entend pas. Bernanos, c'est le capitalisme. Oui, absolument. Ah, bah alors là, vous allez être... non, là, il faudrait un vrai colloque, parce que Bernanos et le capitalisme, c'est une des questions qui... la question du capital l'a marqué de manière fondamentale. Pour lui, la condamnation, instruire le procès du capitalisme mondial est une des missions qu'il s'est donnée, moins en tant que romancier, qu'en tant que journaliste, que pamphlétaire, enfin c'est pas un pamphlétaire, qu'en tant qu'essayiste, là véritablement, et ça très 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 vite, puisqu'il y a chez Bernanos un idéal, je dirais, de pauvreté évangélique. Pour lui, ce qui compte, c'est la sainteté, c'est l'enfance, c'est le dénuement, c'est d'être toujours au contact de l'essentiel, refuser déjà tout ce qui fait la bourgeoisie, c'est-à-dire condamner l'aisance. Il aurait pu, très bien, après la guerre, il a trouvé un métier dans les assurances, il était installé dans l'est de la France, à Bar-le-Duc, et à un moment, il sent que c'est foutu. S'il continue, c'est foutu. Il écrit, je crois toujours à Valéry Radeau, un de ses anciens amis de l'Action française, je me regarde, je fais 70 kilos, ou 80, quand j'en fais 90, pour moi ce sera terminé, je vais entrer dans la bourgeoisie, entrer dans l'aisance. Et donc il a toujours souhaité avoir une vie d'errant, une vie d'aventurier. Il le dit un moment, pour lui l'idéal ce serait d'être d'une sorte de gitan qui passerait son temps à errer sur les routes avec sa famille dans une roulotte, à couper les chiens et à faire des paniers. Il l'écrit. Je pense qu'il devait y croire. Donc il y a toujours chez lui ce besoin de refuser l'installation, le profit, l'embourgeoisement. Donc déjà, sur le plan, je dirais presque du quotidien, du plan psychologique, existentiel, c'est déjà un point. Et très rapidement, il condamne l'asservissement de l'homme à la mécanique. Alors, il ne sait pas qu'il soit totalement... Je pense que la Première Guerre mondiale qu'il a faite au front l'a quand même largement initié de ce qu'est véritablement la science, la mécanique et l'industrie. Ça, il en a eu pendant 5 ans son comptant. Après, il avait quand même, je dirais, un certain goût pour la... Il n'y a pas chez lui, parce que vous avez l'air, vous me dites capitaliste, je vous réponds technologie, mais tout ça c'est lié. Il n'y a pas un refus de la technologie au sens strict. Très rapidement, et comme tous les dragons, il était dragon pendant la Première Guerre mondiale, il demande à passer dans l'aviation. Donc il y a une curiosité pour ce qui est, curieusement d'ailleurs, l'aviation était comme une sorte de nouvelle forme de la cavalerie. C'est pas du tout s'imaginer qu'il y a un reniement. C'est une poursuite de la cavalerie par d'autres moyens. La solitude du héros dans les airs, c'est un peu la solitude du chevalier sur son cheval. Donc il passe à la cavalerie. Il y a sa passion viscérale pour la moto, qui lui vaudra en 1933 un accident qui le rendra infirme, plusieurs accidents qui le rendront infirme jusqu'à la fin de sa vie. Donc il y a quand même une présence de la technique. Mais très rapidement, le capitalisme participe de ce qu'il condamne, c'est-à-dire la grande ville, c'est-à-dire l'usine, c'est-à-dire la propagande. Et ça, pour lui, ça n'est pas négociable. C'est-à-dire dès la fin des années 30, dès la fin, je le répète, de la grande peur des bien-pensants, il y a véritablement une condamnation du confort, de la société, de ce qui va être la société de consommation, expression qu'il emploiera d'ailleurs dans une conférence à Genève après la Deuxième Guerre mondiale.
de tout ça. Donc l'usine est pour lui l'emblème véritablement de l'asservissement humain qui est déjà à l'œuvre et qui va s'accroître et qui va se planétariser et qui va vitalement boucler. Le capitalisme boucle la terre comme la police boucle un quartier. Et tout ça, ça va ensemble. Et je le répète, le cinéma participait de cette politique systématique, alors avec des images qui sont celles d'ailleurs de la science-fiction. La termitière, le savant un peu le Mabuse, ou le savant de Métropolis avec le cache sur les oreilles, la blouse blanche, la table de contrôle, l'espèce de cerveau comme ça, de cerveau caché qui manipule tout. Donc ça c'est très... Et rien ne pourra l'amener à se démettre de cette position, puisque ça ne sera pas une condamnation de pure forme. Des gens qui condamnent le capitalisme dans les années 30 et 40, mais même 50, vous en avez des tonnes. C'est même très chic. Que vous soyez Georges Duhamel, Luc Durtin. Il y a un livre très intéressant de Philippe Roger là-dessus sur l'ennemi américain, c'est-à-dire sur le discours que les Français ont tenu, les auteurs, les écrivains français, les essayistes, les journalistes, les romanciers ont tenu sur l'Amérique, qui est à peu près, qui se résume à 4 ou 5 éléments de base: l'usine, les gratte-ciel, l'anonymat, la froideur, la machine. Bernanos, fondamentalement, ne dit pas autre chose, sauf qu'il radicalise le propos, et il radicalise le propos dans le sens d'une sorte de théologie historique, théologie de l'histoire. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui a perdu la grâce, qui a perdu l'enfance, la sainteté, et qui ne mènera nécessairement qu'à l'asservissement. Donc sa problématique est un peu différente de celle de gens comme Duhamel ou autres. Mais donc voilà, donc le capitalisme est bien évidemment l'ennemi, d'autant plus quand il se part, alors ça c'est quelque chose qu'il dit et qu'il ne cesse de redire depuis la guerre d'Espagne, il se part des valeurs chrétiennes. Et ça le marque beaucoup. Il dit: le pire, pour moi, ça n'est pas d'affronter l'ennemi, c'est d'affronter l'ennemi paré du costume de l'ami. C'est-à-dire quand le capitalisme mondial tente de jouer à l'humanitarisme, tente de jouer d'une certaine façon à l'ami de l'homme. Alors là, pour lui, c'est vraiment la double fin. Enfin, je veux dire, c'est l'horreur de l'horreur. C'est quand les valeurs chrétiennes, les valeurs qu'il a vues trahies, bien évidemment, d'abord par l'Église, ensuite par la papauté, le ralliement à Mussolini et surtout le ralliement à Franco. Tout ça, cette espèce d'alliance stratégique entre le capitalisme international, le fascisme, le totalitarisme politique, les bien-pensants. Voilà, c'est pas tellement tant le capitalisme en soi, il n'est pas marxiste, et sa condamnation n'est jamais spécifiquement liée à l'économie politique ou à la sociologie. Elle participe d'une condamnation plus globale où il y a à la fois la propagande et puis le masque. C'est-à-dire qu'on vit le temps du simulacre, et même du simulacre des valeurs religieuses, ce à quoi excelle le capitalisme. On va devoir arrêter, François. J'ai une question de cinéma, mais je la garde pour l'introduction des Carmélites, du dialogue. Merci beaucoup. Merci.